Je vois les gens du RHDP, un soi-disant Bob le mannequin qui dit que le 2 août là, sur le front commun, PDCI, PPACI, si on sort le président Gbagbo, c'est-à-dire si les éléments de Gbagbo sortent, si les gars du PDCI, les gars des Tidjam sortent là, c'est-à-dire Abobo, Anyama, ils n'ont qu'à sortir sur nous, Korogo n'a qu'à sortir sur nous, les gens du RHDP n'ont qu'à sortir sur nous. Mais le PPACI, il a dévoilé tout. Le PPACI commence à casser tous les papous. Le 2 août là, ce qui va se passer là, le PPACI casse tous les papous. Est-ce qu'il y a encore là même? Est-ce qu'il y a pas de la Côte d'Ivoire? Famille, on va écouter non jusqu'à la fin. Yeri, le PPACI déballe tout à travers son SMT ou là enseigne. Yeri, un cadre PPACI déballe tout. On va écouter, famille. Alors bon, je pose directement ma question. J'aimerais savoir déjà pour commencer comment va le président Laurent Gbagbo. Parce que on a vu il y a quelque temps qu'il y avait des drones en fait qui sillonnaient au-dessus de sa maison et par rapport à sa sécurité en général, le moral par rapport à l'évolution des choses qui n'évoluent pas forcément dans notre sens pour l'instant. Enfin, je parle au niveau de comment dire, ce que le RHDP veut céder. Pour l'instant, ça bouge pas à ce niveau-là. Donc, comment va le président Laurent Gbagbo et comment vont toute l'équipe autour de lui? Comment va le moral de tout le monde à Abidjan, sur le terrain là-bas? Et en deuxième question, est-ce que vous sentez les Ivoiriens mobilisés, révoltés ou anxieux par rapport à la situation? Merci, la graine. Je voudrais commencer par la première. Le président Laurent Gbagbo se porte comme un charme. Il se porte comme un charme et il est très serein. Hier, certainement, si vous avez suivi, il y a eu un élément qui est passé sur la chaîne PPACI TV. C'était à l'occasion du parrainage de son épouse, Maman Nadine Gbagbo. Et le président est intervenu en quelques minutes. Vous l'avez vu serein, vous l'avez vu joyeux. Et donc le président, il est là-bas et il ne subit aucune pression. Parce que d'ailleurs, il n'a aucune pression à subir de sa part. Aujourd'hui, c'est lui qui met la pression. La pression est de l'autre côté et en face. Et donc le président Laurent Gbagbo, après avoir mis la pression sur ses adversaires, il les observe se débattre. Donc, pour me résumer, il va très bien, en dépit des souhaits émis là par certaines personnes, pour tenter de faire croire que quelque chose serait arrivé au président ou que le président ne se porterait pas bien, en dépit de ce fait. Vous savez, vous et moi, que c'est du mensonge, c'est de la délation. Le président Laurent Gbagbo est au combat. Donc, ici à Abidjan, pour répondre à la deuxième question, ici à Abidjan, les Ivoiriens ont compris. C'est d'ailleurs pourquoi le président Laurent Gbagbo se porte très bien, parce que son message est passé. Aujourd'hui, le moral des Ivoiriens est ragaillardi. Les Ivoiriens n'ont plus peur. Ils peuvent s'exprimer librement. Vous le verrez tout à l'heure, nous allons poser la question du Front commun. Et donc, les Ivoiriens sont prêts à mener le combat pour la libération de leur patrie. Ils sont déterminés, ils sont engagés et au sein où nous sommes, on ne voit pas ce qui pourrait intimider les Ivoiriens. Je voudrais vraiment vous donner cette assurance. Merci. Merci, camarades. Nous sommes vraiment très rassurés et très contents de savoir que voilà, notre président se porte très bien. Et parce que voilà, bientôt il sera en 2025 au palais et c'est quand même très rassurant d'entendre ça. Merci beaucoup, camarade SNT. Merci à la camarade Graine pour sa question. Ben, peut-être moi je vais profiter pour aussi poser une question avant de passer aussi la parole au camarade Jaclo. Camarade SNT, nous sommes le PPACI et nous savons que le PPACI à des règlements intérieurs est vraiment un parti vraiment qui se veut vraiment un parti sérieux. Et nous avons, il n'y a pas longtemps de cela, eu un candidat à la personne du président Laurent Gbagbo.
Et à la convention, voilà, nous avons choisi notre candidat qui est toujours le président Laurent Gbagbo. Et je pense que avant de choisir, on remplit un certain nombre de conditions en fonction des critères ou alors des règlements du parti. Peut-être que ça aussi, vous allez peut-être nous expliquer si possible. Et là, à quelques mois des élections, on voit qu'il y a aussi un autre candidat qui sort, malheureusement un cadre du parti qui se prononce comme un candidat. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens, dire aux militants, parce que pour une fois, taire vraiment et qu'on passe vraiment, si possible, au plus important. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Merci beaucoup. Camarade Gbagbo président, le PPACI a un seul candidat. D'ailleurs, un parti politique ne peut avoir plus d'un candidat à une élection présidentielle. Et comme vous l'avez tout à l'heure souligné, nous avons désigné le camarade Laurent Gbagbo comme notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et nous l'avons fait dans les règles de l'art. Nous l'avons fait conformément au statut et règlement intérieur de notre parti. Je rappelle que c'est nous qui, à plusieurs secrétariats généraux, en tant que membre de la direction du parti, d'abord, et ensuite à des comités centraux, avons demandé à Laurent Gbagbo d'être notre candidat. Après réflexion, le président Laurent Gbagbo, au cours d'un comité central, nous a répondu favorablement. Il nous a dit « J'accepte d'être votre candidat ». Et en ce moment-là, le comité central a pris les dispositions à l'effet de convoquer la convention conformément au règlement intérieur et à nos statuts. Cette convention a eu lieu le 10 mai 2024 à Sofitel-le-Voir à Cocody. Au cours de cette convention, le parti à l'unisson a désigné le camarade Laurent Gbagbo comme candidat. Il dit le parti à l'unisson, sans exclusivité. C'est-à-dire que tout le monde dans le parti était d'accord que Gbagbo Laurent soit notre candidat. Et nous l'avons investi publiquement aux yeux du monde entier. Et le président Laurent Gbagbo ce jour-là a livré un message important. Il nous a dit qu'il est au combat et que la bataille doit être engagée maintenant pour que nous conquérions le pouvoir d'État pour les essais dans l'intérêt des Ivoiriens. Et c'est dans ce terrain d'esprit que nous sommes, depuis cet instant, nous sommes en train de sillonner la Côte d'Ivoire à l'effet de parler de notre produit, le camarade Laurent Gbagbo. Dieu merci, c'est un produit qu'on vend facilement parce que c'est un bon produit, c'est un produit qui passe un coup. Toute autre action en dehors de celle inscrite conformément au texte du parti n'est que de l'indiscipline. Et les militants du PPACI, les Ivoiriens, savent que le candidat du PPACI, c'est Laurent Gbagbo. Je souhaiterais même que nous ne donnions pas du crédit à ceux qui ne le méritent pas. Parce qu'en parler, ce serait leur donner de l'aura de la côte. Aujourd'hui, nous sommes en train de terminer le parrainage du candidat Laurent Gbagbo. Nous avons bouclé. Là même, souvent, où on demandait 1000 parrainages, les gens sont allés à 2000. Là où on demandait 150 parrainages, les gens sont allés à 400. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons de... Les Ivoiriens veulent parler de Gbagbo Laurent. Parce que c'est Gbagbo Laurent qu'ils connaissent. Et parce que c'est Gbagbo Laurent qui a la meilleure chance pour nous sortir de cette situation difficile que nous connaissons. C'est pourquoi nous sommes sereins, nous sommes concentrés sur la candidature de notre champion. Donc, camarade, pour me résumer, je voudrais te dire qu'en dehors de Gbagbo Laurent, il ne peut exister une autre candidature au PPACI. Si vous avez entendu parler de cela, les gens peuvent être candidats, mais pas au nom du PPACI. Les gens peuvent être candidats. C'est-à-dire aujourd'hui, le soldat de Gbagbo peut s'élever pour dire, lui, il est candidat à l'élection présidentielle. C'est son droit absolu. Voilà. Jean de Gbagbo peut s'élever pour dire, il est candidat à l'élection présidentielle. C'est son droit absolu. Oxymore peut s'élever pour dire, il est candidat. C'est son droit absolu. Mais
Vous ne pouvez pas dire que vous êtes candidat au nom du PPACI, vous êtes candidat du PPACI, sachant que le PPACI a déjà décidé son candidat. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce stade. Nous sommes maintenant au stade de faire en sorte que les conditions d'une élection juste, transparente, crédible soient réunies. Nous considérons ça comme des épiphénomènes qui ne peuvent nous ébranler nullement et nous restons concentrés sur la marche. C'est ce que je voulais dire. Voilà qui est clair. Merci beaucoup, camarade. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Ok, camarade Benito. Oui. Est-ce que tu as des questions? Sinon, je passe la parole à la camarade Jack. Oui, bien entendu. Je vais poser, je vais avoir, voilà, un moment de questionnement avec le camarade Ansem Oulaï, que je tiens déjà à féliciter. Je crois que ça doit être un tonnerre d'applaudissements pour le camarade Ansem Oulaï, qui est sur le terrain, qui fait un travail formidable. Voilà, c'est vrai que... Ouais, Oula Ansem. Merci. Voilà. Donc, c'est vrai que nos visages sont assez vus, mais ceux qui sont, bien entendu, au four et au moulin, bien entendu, ce sont les gens comme le camarade Oula Ansem. Alors, ma question est la suivante. Vu qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on lance, bien entendu, le front commun avec le PDCI RDA. Et vu aussi tout ce qui se dit, tout ce qui suit l'actualité, qu'est-ce qui motiverait? Quel est le message de motivation, bien entendu, que vous pouvez donner à chaque Ivoirien ici qui nous entend, à chaque Ivoirien à travers lequel nous exprimons, pour que ces Ivoiriens puissent se lever de chez eux pour sortir ce jour-là? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message de motivation? Merci. Merci beaucoup, camarade Benito. Le message il est simple. Le message est simple parce que Alassane Dramane Ouattara nous a facilité la tâche à travers sa gestion calamiteuse de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la misère au pays. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est l'expropriation des terres des Ivoiriens au profit de multinationales faisant des affaires avec les tenants du pouvoir. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est une justice aux ordres. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le détournement de fonds publics. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'incapacité des tenants du pouvoir à procéder à la réconciliation vraie et effective des Ivoiriens est manifeste, cette incapacité-là. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est la corruption galopante. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est la baisse de l'indice de développement humain. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, sous le régime Ouattara, c'est la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, sous le régime RHDP, c'est une dette colossale que le président Laurent Gbagbo a qualifiée à justice de Diba dette. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est la destruction du système éducatif. L'école ivoirienne ne forme plus. Le niveau d'études a baissé. Et quand on voit tous les classements qui ont lieu dans la sous-région, quand on parle des universités, la Côte d'Ivoire n'y figure pas. Et c'est fait à dessein parce que la pire des guerres qu'on puisse faire un pays, c'est de détruire son système éducatif. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est la tentative de faire de la Côte d'Ivoire un royaume, c'est-à-dire un endroit où tout se fait selon la volonté du prince. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est la prolifération de la drogue. La Côte d'Ivoire est devenue une plaque tournante de la drogue dans la sous-région. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le rattrapage ethnique, c'est-à-dire la suprématie d'une ethnie sur les autres ethnies de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le bâillonnement de l'opposition, les arrestations et l'emprisonnement arbitraire des opposants. Ouattara avait réduit tout le monde au silence. Quand vous voyez ce tableau que je viens de présenter, est-ce qu'on a besoin encore de faire campagne pour les Ivoiriens? Est-ce qu'on a besoin de leur dire pour qu'ils doivent sortir le 2? Donc le 2, c'est un appel pour sauver la patrie. Le Front commun, c'est un instrument de Côte d'Ivoire à la disposition des Ivoiriens qui veulent que la Côte d'Ivoire soit autrement, autre que ce que je viens de décrire tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter en Côte d'Ivoire
qu'un homme qui est inéligible décide de faire des personnes éligibles des gens inéligibles. Non, on ne peut pas l'accepter. Que tu l'aimes Gbagbo ou pas, il a des partisans en Côte d'Ivoire. Que tu aimes Thiam ou pas, il a des partisans en Côte d'Ivoire. Que tu aimes Soro Guillaume ou pas, il a des partisans en Côte d'Ivoire. Donc, au nom de quel principe Ouattara veut se choisir ses adversaires politiques? C'est pour ça que les Ivoiriens vont descendre dans la rue le 2. C'est pourquoi la marche du 2, c'est une marche à laquelle les Ivoiriens vont répondre. Au nom de quel principe on peut accepter que la commission qui est chargée d'organiser les élections électorales, la commission qui est chargée d'organiser les élections, donc la commission électorale indépendante, moi je dis dite indépendante, au nom de quoi devons-nous accepter que cette commission-là soit inféodée au RHDP? La CEI est une sous-section du RHDP. C'est inacceptable. Voilà une raison pour laquelle les Ivoiriens vont descendre dans la rue. Ouattara a cassé les besoins des gens ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, j'ai parlé d'expropriation. Et ces personnes sont indignées. Donc, pour ne pas que l'indignation perdure, se perpétue dans le temps, les Ivoiriens vont sortir le 2. Donc, camarade Benito, les raisons pour descendre dans la rue le 2, les raisons pour répondre favorablement à la marche du 2 août, les raisons sont nombreuses. Et les Ivoiriens, j'ai pu vous dire que les Ivoiriens ont intégré qu'il faut qu'ils agissent pour qu'on ne voit plus jamais ce régime. Parce que si nous passons le cap de 2025 avec le RHDP, nous sommes complètement foutus. Et nous n'allons pas nous faire le luxe de nous permettre de donner encore 5 ans à ces gens-là. C'est pourquoi nous allons sortir le 2. Nous allons sortir le 2 pour dire que nous sommes des Ivoiriens et que désormais nous n'avons plus peur. Et que même si nous avions peur, nous avons décidé de donner notre vie pour notre patrie. Parce que le combat que nous menons, c'est aussi le combat pour nos progénitures. Nous n'allons pas leur léguer ce combat. Nous n'allons pas leur léguer ce combat. Nous allons nous-mêmes mener ce combat. Et les Ivoiriens ont compris ce message. Et le 2, les Ivoiriens répondront favorablement, majoritairement, à l'appel du Front commun. C'est ce que je voulais dire, camarade Benito. Merci. Bien, merci beaucoup. Le Front commun lancé, la marche du 2 sera bel et bien effective. Franchement dit, ce que nous on peut dire, c'est soutien, camarades, courage, et nous qui sommes ici aussi, nous vous soutenons et nous vous suivons dans cette démarche. Mais pour aller plus loin, le 1er janvier 2026, le président Laurent Gbagbo à la tête du pays. Quel visage, quel aspect pourrons-nous percevoir sur le visage des Ivoiriens? Merci. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que le président Laurent Gbagbo, c'est un produit facile à vendre. Parce qu'il en a déjà fait la démonstration de sa capacité à rendre les Ivoiriens heureux. Camarade Benito, souviens-toi qu'en 2002, quand la rébellion a éclaté et que par les agissements des forces dites impartiales venues du monde entier, quand cette rébellion a occupé 60% du territoire national, en dépit du fait que Laurent Gbagbo ne gérait que 40% du territoire national, les gens m'ont dit dans ce pays que l'agent civilaire. Avec 40% seulement qu'il occupait, Laurent Gbagbo payait même les fonctionnaires qui étaient dans la rébellion et qui ne travaillaient pas. Avec 40% du territoire seulement que Laurent Gbagbo occupait, c'est-à-dire 60% du territoire national ne payait pas d'impôts. Et les gens ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais avec 40%, Laurent Gbagbo a remboursé la dette qu'il a trouvée, qui a été contractée par Félix Houphouët-Boigny, par Bédié. Il a remboursé ses dettes. Avec 40% du territoire national que Laurent Gbagbo occupait, nous, les Ivoiriens, étaient heureux. Et ça, c'est des faits. On ne peut pas les discuter. Donc, quand Laurent Gbagbo, à l'issue de l'élection présidentielle d'octobre 2025, reviendra au pouvoir, bien évidemment, c'est ce bonheur, c'est avec ce bonheur que les Ivoiriens vont renouer tout simplement. Parce qu'avec Laurent Gbagbo, c'est l'homme au centre de l'action politique. Avec Laurent Gbagbo, c'est d'abord l'humain au centre de l'action politique. Laurent Gbagbo, il est humain. C'est justement parce qu'il est humain
qu'il a accepté de faire en sorte que c'est Alassane Draman Ouattara qui a refusé que lui, Gbagbo Laurent, vienne enterrer sa maman, que Laurent Gbagbo a fait en sorte d'organiser les obsèques de la mère d'Alassane Draman Ouattara. Laurent Gbagbo l'a fait venir des îles, il a fait venir tous les représentants des îles, et quand ils étaient malades ici, c'est Laurent Gbagbo qui s'occupait d'eux, qui les soignait, ils sont là, il y a certains qui sont encore vivants qui peuvent en témoigner, parce qu'il est humain. Alors qu'ils l'ont maltraité quand il était opposant, il a fait fi de tout ça parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est humain, quand il a pris le pouvoir, il a convoqué le forum de 2001 pour dire, venez, on va parler en tant que frère ivoirien. Venez, on va s'entendre, on va discuter. Laurent Gbagbo, quand il prendra le pouvoir, vous ne verrez plus ces problèmes que nous avons nos voisins à côté, le Burkina, le Mali, la Guinée, la sous-région. On va s'aimer. Parce que tout le monde a compris que les gens ont instrumentalisé nos voisins pour nous faire une fausse guerre. Vous avez entendu le capitaine IB qui a dit que les médias étrangers ont amené les hommes de la sous-région à détester Laurent Gbagbo. Vous l'avez entendu dire, ce n'est pas de moi, ça vient. Donc, camarade Benito, j'ai pu te rassurer de ce que, parce que Laurent Gbagbo aime les Ivoiriens, parce que Laurent Gbagbo ne cherche pas à amasser de l'argent. Donc, tout ce qu'il va faire va concourir au bien des Ivoiriens. Il a été embrouillé ici, ils ont dit qu'il a mis là dans les paradis fiscaux, ils ont employé tous les services du monde entier pour fuir dans tous les comptes du monde entier, pour voir si Gbagbo Laurent avec un seul compte. Il a dit mon seul compte c'est AGBCI, ici, elle arriverait ici. Souvent quand je passe devant la banque là, il fait photo chaque fois de la banque, il dit ça c'est la classe, c'est Gbagbo Laurent le dit. Ouais. Quelqu'un, un président africain qui a été président pendant 10 ans, n'est pas volé de l'argent, n'est même pas 1 milliard dans son compte. Ça prouve qu'il aime son peuple et qu'il va se mettre au service de ce peuple parce qu'il a la volonté. Donc quand il va prendre le pouvoir à partir de janvier 2026, comme tu l'as si bien dit, vous verrez que la vie va changer. Les Ivoiriens, sans qu'on ne leur fasse quoi que ce soit, seront heureux. Et parce que les décisions qu'il faut prendre dans l'intérêt des Ivoiriens seront prises. Merci. Bien, merci beaucoup, camarade. Je passe la parole au modo de ce live. Merci pour les propos clairs et limpides que vous venez de dire et on est avec vous, sachez-le. Merci beaucoup. Merci. Merci, camarade. Merci beaucoup, camarade Benito, pour ces questions vraiment très pertinentes et au SNT pour voilà, ces réponses aussi vraiment très pointueuses. Et moi, je vais dire que franchement, vous avez touché un point et c'est vrai parce que je vais témoigner parce que pour le cas des planteurs, j'ai vu de moi-même comment est-ce que, parce que pour nous qui avons fait le village, on a vu de nos 2 yeux comment est-ce qu'en ce temps-là, le planteur s'en sortait. Mon oncle particulièrement, on a vu de nos 2 yeux comment est-ce qu'au village, au moins, les gens avaient vraiment espoir de ce qu'il faisait. Ça, franchement, on a vu et c'était que je voulais vraiment appuyer ce que vous avez dit pour dire que oui, je témoigne, c'est vrai, parce que moi aussi, j'ai vu de mes 2 yeux. Donc, merci beaucoup aux camarades pour les questions aussi pertinentes. Donc, sur ce, je vais passer la parole à la camarade Dia, après au camarade Osimor. Merci beaucoup. Merci, camarade Oula Anselme, pour toutes ces belles questions, ces belles réponses que vous nous donnez, qui nous gratifient, qui nous édifient. Alors moi, je vais venir un peu en arrière sur ce qui se passe en ce moment avec le camarade Dambelo, pour que vous nous rassuriez de ce que le PPACI vit en ce moment. Est-ce que le PPACI va bien avec tous ces dissidents qui sortent ça et là? Est-ce que le peuple ivoirien peut continuer à croire que le PPACI et le président Laurent Gbagbo sont toujours d'attaque et que nous allons finir par gagner ce combat-là? Mais, au risque de me répéter, ça veut dire que souvent je suis là et puis je me demande, mais je dis, mais enfin, comment on peut demander si le PPACI va bien? Hein? Comment on peut demander si le parti de Laurent Gbagbo va bien? Vous savez, je vais vous faire une histoire. En fait, je vais faire un rappel. Nous là, nous sommes des Gbagbo pour rien. C'est-à-dire,
Et ça, c'est la grande majorité des Ivoiriens. Souvent, vous entendez des gens dire, moi, je ne suis pas PPACI, mais moi, c'est Gbagbo Laurent. Hein. Moi, je ne suis pas dans moi, c'est Gbagbo Laurent. Souvent, vous entendez des gens dire ça. La grande majorité des Ivoiriens est pro-Gbagbo. Quand le pouvoir de Gbagbo Laurent, je commence par une histoire pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de péril à demeure, vous devez être serein et rassuré. Quand le pouvoir de Gbagbo Laurent est tombé en 2011, vous avez entendu les gens dire ici qu'ils allaient vider le FPI de sa substance. Les tchoy, les gens parlaient ça et là. Et Miaka Oreto, à son âme, a pris les rênes du parti. Il a mis Gbagbo Laurent au centre du débat politique. Avec lui, c'était Gbagbo ou rien. Miaka à son âme est décédé, Abdoumane Sangaré est venu. C'était Gbagbo Laurent ou rien. Les gens ont dit que Gbagbo Laurent là, il allait à la CPI, il ne va plus jamais revenir. Là-bas, là, quand on va là, on ne revient pas. Que c'est fini. Au point même, ils sont allés modifier la constitution et ils ont sauté le verrou de limitation d'âge. Parce que Gbagbo Laurent n'est plus là, ils vont se faire des présidences à vie. Et Gbagbo Laurent, allé en 2019, a remporté une première victoire avec la première instance. Ils ont fait appel. Il dit, oh, appel, on va le condamner, c'est rien. Il ne va pas venir. En appel, l'acquittement définitif a été confirmé le 31 mars. Vous voyez un peu. Mais ils ont dit, bon, il a été libéré, mais il va rester là-bas, il ne vient pas en Côte d'Ivoire. On a tué dans Gbagbo rien, hein? Il va rester là-bas, il ne vient pas en Côte d'Ivoire. Il ne vient pas ici. Ils ont tourné, on ne lui donne pas de passeport. Ils ont fini par lui donner son passeport. On dit, il ne vient pas en Côte d'Ivoire, passeport, et après, il va s'asseoir là-bas. Il dit, bon, je viens le 17 juin 2021. On dit, non, on va t'envoyer un avion. Il dit, je ne viens pas dans votre avion. Là. Il a pris un vol commercial. Il est venu en Côte d'Ivoire. On dit, tu vas rentrer en Katimini. Il dit, moi, Gbagbo Laurent, rentre en Katimini. Si m'a la tête de mes ancêtres. Et quand il est rentré, eux-mêmes là, tellement on était dans la rue, ils ont lancé les gaz lacrymogènes. Au point où même ceux qui ne savaient pas que Gbagbo Laurent venait là, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est les gens de Gbagbo Laurent qui sont en train d'accueillir Gbagbo Laurent à l'aéroport. Il est venu, nous l'avons accueilli. Regardez les victoires que Gbagbo Laurent a remportées. Gbagbo Laurent est un homme de défi, est un homme de victoire. Gbagbo Laurent, même quand en 90, quand il s'est présenté face à Ofo Boigny, et qu'on lui a octroyé, je n'ai pas dit qu'il a eu, on lui a octroyé 18% du suffrage, c'était même une victoire pour lui. C'était une victoire politique pour lui. Parce qu'en ce moment-là, il prenait le leadership de l'opposition face au Francis Gauthier, Baba Moniforé, Zali Zarou. En 92, 18 février 92, ils l'ont arrêté, ils l'ont jeté en prison encore. Il est sorti de là et son estime s'est renforcée auprès des Ivoiriens. Donc, Gbagbo Laurent, je rappelle ça pour dire que c'est un homme qui va de victoire en victoire. Quand il est venu en Côte d'Ivoire, on dit bon, il va aller s'asseoir à Mama. Il dit moi, Gbagbo Laurent, m'asseoir à Mama. Il est venu à fonder PPACI. Eux-mêmes là, ils ont fait enquête, ils ont donné récépissé des partis politiques. Eux qui disent que Gbagbo Laurent là, il ne jouit pas, en fait, quel est le monsieur? Et qu'il a été, il ne joue plus de ses droits civils politiques là. Ils lui ont octroyé le récépissé de son parti politique. Vous comprenez? C'était encore une autre victoire. Je rappelle ça pour vous dire que Gbagbo Laurent, il va de victoire en victoire. Et il va toujours aller de victoire en victoire. Quand il a fondé le PPAC et qu'il a eu son récépissé, ils étaient là maintenant, ils s'interrogeaient. Ils disent, bon, il ne peut pas être candidat. La CEI, la commission électorale indépendante, elle est montée sur tous les plateaux nationaux pour dire que quand tu n'es pas sur la liste électorale, tu ne peux même pas avoir qui pour tes parrains. Cuibière, son président est venu, le premier de la CEI, Alain Debout est venu. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient dire. On n'a pas parlé. Gbagbo Laurent les regardait parce qu'il est serein, il les regarde, il s'amuse, il dit mes enfants, ils savent à qui ils parlent même.
Il les regarde avec sérénité. Et un matin, il nous appelle, il dit, bon, envoyer les papiers de Babou Laurent. On envoie les papiers et même nous on remis kit, tablette, planète, paramétré avec le numéro de carte d'électeur de Babou Laurent. Ça, c'est encore une autre victoire. Aujourd'hui, quand on finit de surmonter toutes ces épreuves, est-ce que un militant peut se laisser distraire par un camarade qui veut ramener à compte courant? Non. Les militants du PPACI sont des militants aguerris, sont des militants formatés au combat. Ce sont des militants qu'on ne peut distraire. Et donc, je vous dis et je le répète, qu'au sein du PPACI, il n'y a pas de péril à la demeure. Tout va à merveille. Babou Laurent là-bas, nous allons aller aux élections en octobre 2025, mais avant d'y aller, nous allons obtenir les conditions transparentes. Nous allons aller redonner, on va redonner le pouvoir à Babou Laurent. Sous les yeux ici, dans ce pays, on va lui redonner le pouvoir. Et Babou Laurent sera réhabilité dans son honneur. Notez ce que c'est en train de vous dire là. On va lui redonner le pouvoir. On va lui donner ce pouvoir. Donc, le PPACI est actuellement en processus de combat. Le PPACI actuellement est une machine qui est au travail. Et vous savez, quand des drones, quand des bombardiers, quand des sous-marins sont en action, ils ne se laissent pas distraire par des petits bruits, voilà des petits bruits, voilà des petits bruits qui ne peuvent rien créer, qui ne peuvent rien créer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, merci beaucoup, camarade SNT. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu me permets, parce qu'il a touché. Attendez, Il y a le camarade, il y a l'autre du panel qui veut une motion. Hein. Voilà. J'aimerais demander à tous les camarades qui sont en bas de tapoter le live et de partager à un ami chacun pour que voilà, le live puisse être débloqué. Merci. Vas-y, Jean. Camarade Anselme, vous avez touché à ma deuxième question, justement. J'aimerais bien que vous vous étaliez sur la question du parrainage. Alors, au début, c'était vraiment flou. Même pour moi, c'était flou. Je ne comprenais pas. Mais c'est quoi cette histoire de parrainage? Qui est-ce qui est concerné? Quelles sont les conditions pour parrainer? Enfin, j'aimerais vraiment que vous vous étaliez, vous nous expliquiez ce que ça implique pour notre parti, pour notre leader, et qui sont les personnes qui peuvent parrainer le président Laurent Gbagbo. Merci. Merci beaucoup. Le parrainage, c'est une caution. Pour définir par c'est une caution donnée par des élus ou par des citoyens à un candidat à la candidature pour lui permettre d'être candidat à une élection. Et le parrainage est matérialisé par une signature. Pour être parrain d'un candidat, il faut être soi-même électeur. J'explique simplement. Le code électoral ivoirien, signé des mains de M. Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, en ses articles 25, 51, 53, 54 et 56, dit que pour être candidat à une élection présidentielle, il faut que dans 17 régions de ton choix, toi le candidat de ton choix, dans 17 régions, parce qu'en Côte d'Ivoire il y a 32 régions et 2 districts, donc ça fait 33 régions, dans 17 régions de ton choix, il faut que tu sois parrainé par 1% de l'électorat de chaque région. Par exemple, dans le district d'Abidjan, il y a 2 505 000 électeurs. Si tu veux être candidat à l'élection présidentielle, il faut que dans le district d'Abidjan, puisqu'il y a 2 505 000 électeurs, il faut qu'au moins 25 000 personnes dans le district d'Abidjan disent que eux là, ils veulent que tu sois candidat à l'élection présidentielle. Ça fait 1% des 2 500 000 de l'électorat du district d'Abidjan. Dans la Bagoué, dont je suis le superviseur, j'ai été nommé par les camarades Laurent Gbagbo comme superviseur du parrainage là-bas. Dans la Bagoué,
La Bagoué, c'est Bondiali, Tengrela, Bonbouto. Dans la Bagoué, il y a 144 373 électeurs. Donc, pour que tu sois candidat à l'élection présidentielle, il faut que tu aies au moins 1% de ces 144 373 électeurs. C'est-à-dire que 1444 électeurs dans la région de la Bagoué qui te parrainent. Voici ce que c'est que le parrainage qui a été institué. Et le PPACI, en tant que parti légaliste, sans vouloir rentrer dans le fond, en tant que parti légaliste, a décidé d'observer cette procédure, de sorte à ne pas mettre du grain à moudre sous la dent de nos adversaires. Parce que si nous ne faisons pas le parrainage, ils pourraient utiliser ça comme un prétexte pour disqualifier nos candidats. Nous disons que cette année, il n'y aura pas de boycott d'élection. Nous allons aller aux élections. Tout ce que la loi Ivoirienne demande, nous allons réunir ça comme condition. Et nous allons ajouter à cela, nous aussi, nos conditions que le régime appelle ne pas prendre en compte. Et quand tout ça sera réuni, nous allons aller aux élections. Donc, pour arriver au parrainage du PPACI, je l'ai dit d'entrée de jeu, le parrainage va très bien. Ce n'est parce que je ne suis pas habilité à le dire, sinon on a déjà bouclé nos parrainages. Voilà, nous on n'est plus à ce stade, on a déjà bouclé. Mais eux ils ont demandé 1%. Ils ont demandé 1%, nous on dit nous on va faire 5% pour leur donner. Pour leur démontrer que Gbagbo Laurent est populaire ici en Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas son camarade de pays ici. Voilà, sinon les 1% qu'ils ont demandé là, nous on a déjà ça dans notre placard et puis c'est déjà garé, on a fini ça. On a fini ça les 3 premiers jours, on a fini ça, les 1% là, on a gardé ça. Ce qu'on a en train de faire, c'est Boissou, on a en train de faire, nous on met dessus seulement, puis on s'en va. Voilà, pour leur montrer que nous là, Gbagbo Laurent n'est pas les camarades. Et quand on parle de popularité en Côte d'Ivoire, il ne faut pas que quelqu'un va vouloir se comparer à Gbagbo Laurent. Il peut se comparer à d'autres choses, mais en termes de popularité, quand on dit quelqu'un aimé des Ivoiriens, c'est Gbagbo Laurent. Voici ce que c'est que le parrainage et voici où nous en sommes au niveau du PPACI avec le parrainage. Merci. Merci beaucoup, Est-ce que camarade. je peux avoir une motion concernant ce qu'il a dit? Vas-y, il y a Jacques qui avait demandé une motion. Hein. Ah, d'accord. S'il veut, mais... Ou alors, vas-y alors. Si Jacques n'est pas. Ok, Jacques, vas-y. Motion, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais demander à la camarade déjà à chaque, au moins, à chaque deux prises de parole du camarade Oula Ansem, il faudra refaire de la représentation. Il faudra le représenter en fait, parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent qui ne le connaissent pas. Ah oui, c'est vrai. D'accord, parfait. Au public. Merci. Oui, ça c'est un vrai point, camarade Soda. Camarade Jacques-Claude, tu as la parole pour ta motion. Donc, bonsoir, camarade Anselme. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bon, nous voyons depuis le trop c'est trop, on a le GPS qui a répondu, hein, depuis même Benoît, hein, qui est rentré le trop c'est trop, et on voit encore le GPS aux côtés même du Front commun. On dirait même que le GPS fait partie aussi, hein, un peu du Front commun. Nous voulons savoir quel est le lien réel entre le PPACI, notre parti, et le GPS. Quelle est la position réelle, hein, sans tout fuyant, du GPS avec le PPACI? Voilà, ça c'est ma question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que nous avons, hein, la capacité, hein, de dire que nous sommes déjà vainqueurs? Merci. Merci camarade Jacques. Ce qui lie le GPS au PPACI,
c'est la vie de la nation. Vous savez très bien que le président Laurent Gbagbo et le président du GPS Soro Guillaume ont été adversaires dans ce pays. Vous savez très bien que Soro Guillaume a revendiqué une rébellion contre Laurent Gbagbo. Mais quand la vie de la nation est en péril, quand la vie de nos concitoyens est en danger, quand on a en face de nous un adversaire qui use de manipulation, je crois que ce qu'il faut faire, c'est de se mettre ensemble. C'est de se mettre ensemble pour sauver la mère patrie. Et vous, aujourd'hui, qui êtes des partisans de Laurent Gbagbo, vous devez savourer cette sorte d'union. Vous devez savourer, vous devez célébrer ce rapprochement. Parce que c'est vous qui sortiez grand de cette situation. C'est vous qui, hier, qui avez été attaqué. C'est vous qui étiez critiqué matin, midi, soir. Mais ceux qui vous ont attaqué hier, ceux qui vous faisaient du mal hier, aujourd'hui, ont fait un rétropédalage et se sont rendus compte qu'ils ont commis une erreur. Donc c'est vous qui sortez grand de cette situation, vous les pro-Gbagbo. C'est pourquoi vous devez être fiers de ce rapprochement. C'est un rapprochement pour sauver la patrie, libérer la Côte d'Ivoire des mains des actuels occupants et ces gens qui détruisent notre patrie. Aujourd'hui, l'appel que le président Laurent Gbagbo a lancé est en train d'être attendu par la grande majorité des hommes politiques. Vous allez voir que bientôt, il y a des noms auxquels vous ne vous attendez pas qui vont intégrer le Front commun. Il y a des noms auxquels vous ne vous attendez pas. Bientôt, vous allez faire des panels pour en parler qui vont intégrer le Front commun. Pour dire quoi? Pour dire que vous êtes sortis vainqueurs, vous les partisans de Laurent Gbagbo, vous et votre leader Laurent Gbagbo, vous êtes sortis, vous êtes reconnus vainqueurs. Des gens se sont rendus compte qu'ils ont été trompés. Des gens se sont rendus compte qu'ils ont été manipulés. Des gens se sont rendus compte qu'ils ont été instrumentalisés. Et aujourd'hui, celui qui considérait hier comme le diable est devenu ce table sur lequel il vient s'habiter. Ouvrez-les vos bras. Ne les repoussez pas. Créez la condition et ce rapprochement pour conduire à la libération effective de la Côte d'Ivoire. Parlez avec eux, nos camarades du GPR qui sont en Europe. Marchez avec eux. Collaborez avec eux. Prenez des initiatives ensemble. Travaillez ensemble. Donnez de la voix ensemble. Parce que ce qui est en jeu aujourd'hui va au-delà même des personnalités, des différentes personnalités, des leaders de tous ces mouvements. Ce qui est en jeu, je l'ai déjà dit, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et nous, notre président Laurent Gbagbo, veut laisser aux Ivoiriens un héritage propre. Laurent Gbagbo veut faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne vive plus jamais ce qu'elle a vécu. Donc si les gens qui hier étaient perdus, se sont rendus compte qu'ils étaient perdus et qu'aujourd'hui ils décident de marcher à Laurent Gbagbo, soyez-en fiers. Soyez-en fiers parce qu'ils sont plus sur le chemin de l'obscurité, ils ont regagné le chemin de la lumière qu'incarne le président Laurent Gbagbo. C'est ça. Maintenant, quant à la deuxième préoccupation, de savoir si nous devons être convaincus de notre victoire. Camarade Jacques, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, élection transparente en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de deuxième tour. Le premier tour, Gbagbo Laurent gagne. S'il y a élection transparente en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de deuxième tour. Premier tour, Gbagbo Laurent gagne. Non, ce n'est pas faire preuve d'un triomphalisme béant. Je suis objectif. Quand vous entendez Babo Kafissa, c'est en langue malinquée. C'est en langue malinquée. Mais c'est eux qui étaient instrumentalisés hier par Ouattara. C'est eux-mêmes qui se rendent compte que Gbagbo Laurent était mieux. Ils disent Babo Kafissa, ça signifie Gbagbo Laurent est mieux. Gbagbo Laurent était mieux. Donc, c'est pourquoi Gbagbo Laurent fait peur. C'est pourquoi Ouattara fait tout ça là.
Quand vous voyez toutes ces gymnastiques-là, c'est par rapport à Gbagbo Laurent, il fait peur. Il n'y a pas adversaire contre Gbagbo Laurent. Excusez-moi, hein? Et là, ici, vous avez vu, première tour d'élection en 2010, malgré la tricherie qui a été orchestrée au nord, dans les zones SCNO, centre-nord-ouest, malgré la fraude criade qu'on a constatée dans ces différentes zones, aux premières élections présidentielles, deuxième tour du moins, deuxième tour, Bédié, Ouattara, Mabi Touakeus, je ne sais qui, et tous ensemble, Gbagbo les a laminés, et tous, on sait que Gbagbo les a laminés. Il les a laminés. Malgré le bourrage qu'ils ont fait, Gbagbo les a laminés. Donc, j'ai... Seul adversaire de Gbagbo Laurent encore ici, c'est la tricherie. Sinon, il n'y a pas de candidat. Voilà, il n'y a pas de candidat devant lui. Camarade Jacques, c'est ce que je voulais te donner comme assurance. Merci beaucoup, Merci. merci. Ok, merci camarade SNT. Bon, camarade, comme tu as ouvert une brèche, donc je voudrais y faufiler. Camarade, après avant ta question, je peux Oui, juste... vas-y d'abord, c'est vrai, tu as raison, vas-y. Bonjour à tous les amis, à tous les camarades, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui nous prennent en marche. Nous sommes sur le panel du frère soldat de Gbagbo, où nous accueillons ce jour un cadre du PPACI, donc le secrétaire national technique en charge de la mobilisation de la jeunesse militante, le frère Oula Anselme, qui est venu nous entretenir sur tous les... Attention, nous sommes encore dans le débat, il y a des questions qui vont venir, donc soyez attentifs, soyez disciplinés et que vous... Dans les commentaires, soyez indulgents et soyez très respectueux. Merci d'accueillir tous ensemble ici le camarade Oula Anselme. Frère... Ok, merci beaucoup, camarade Ja. Donc, je disais tantôt au camarade Oula Anselme, tu avais une brèche tout à l'heure, donc je voulais juste poser une question. Concernant le Nord, on sait que le PPACI est un parti qui a été créé en 2021 et aujourd'hui, nous voyons vraiment la force de notre parti politique. Et donc, au début, on a vu encore des vidéos qui étaient pour l'accessibilité au Nord, c'était un peu compliqué pour certains de nos cadres. On a vu qu'il y avait des meetings qui étaient vraiment empêchés dans le Nord, tout ça. C'était un peu compliqué, mais avec ce que tu viens de dire tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Comment est-ce que nous sommes représentés aujourd'hui dans le Nord? Comment ça se passe? Parce que sur les panels, aussi sur les réseaux, on reçoit beaucoup de nos camarades vraiment qui s'expriment. Aujourd'hui, on voudrait vraiment que vous nous dites un peu comment est-ce que les choses se font au Nord concernant le PPACI. Merci bien. Dans le Grand Nord, nous sommes implantés. Nous sommes implantés et nous avons dans le Grand Nord des camarades très dynamiques qui y abattent un travail colossal. Quand on prend par exemple la région du Poro, qui a pour capitale Korogo, nous y avons le camarade Issa Malik Koulibaly, inspecteur général du parti, qui présentement même est sur le terrain à Korogo, qui est en train de sillonner toute la région et qui fait un travail excellent, qui déjà même a bouclé le parrainage du président Gbagbo dans le Poro, il a fini. Et il parle avec ses parents et ses parents lui font des confessions. C'est pourquoi je dis avec assurance que le seul adversaire du camarade président Gbagbo, c'est la tricherie. C'est la tricherie. Mais le camarade Issa Malik Koulibaly n'est pas seul. Il y a Soros Coton, quand il descend un peu, d'abord dans le Poro, il y a la messagère de Gbagbo, la camarade Fatim Keïta, qui gère les messagères de la région du Poro, qui fait un travail formidable. Le RGA Diaby Youssouf, qui est RGA du Grand Nord, qui est là-bas, qui travaille.
il y a actuellement, où cependant a lieu, le président du CSP, le ministre Kone Katina, est dans le handball. Voilà, il est allé à la rencontre de ses parents, il allait s'assurer que le parrainage se passe très bien. Il est en tournée dans la zone présentement et tout se déroule à merveille. Donc nos camarades du Nord ont permis aujourd'hui à nos parents du Nord de comprendre la vérité. Et Dieu merci, Ouattara lui-même, à travers sa gestion du pays, a facilité la tâche à nos camarades. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Aujourd'hui, tout le monde l'a vu. Il est à découvert. Il est à découvert. Sa gestion est un échec ivoirien. C'est un farceur, un homme qui se fait passer pour ce qui n'est pas, qui a trompé la vigilance des hommes du Nord. Aujourd'hui, il est à découvert. Donc, les gens ont décidé de ne pas s'éterniser dans la manipulation. Les gens ont décidé de se libérer de la manipulation. C'est pourquoi le PPACI est en train de faire son chemin dans le Grand Nord. Et le moment venu, vous verrez, le plan Laurent Gbagbo fera une tournée dans le Nord et vous verrez comment est-ce que les peuples, les populations du Nord seront dans la ferveur, dans l'enthousiasme quand ils verront leur leader Laurent Gbagbo. Merci. Merci beaucoup, camarade. Merci beaucoup. Vraiment, encore félicitations à vous pour le travail abattu. Ok, on va maintenant passer la parole au camarade Oxymore. Camarade Oxymore, est-ce que tu as... mais un instant, s'il te plaît, camarade. Il y a la camarade Graine qui avait une motion là. Camarade, la Graine, est-ce que tu veux toujours avec ta motion ou on passe la parole au camarade Oxymore? Oui, oui. En fait, tout à l'heure, on parlait... oui. Tout à l'heure, on parlait de la liste électorale. Et en fait, il y a une question qui me taraude. En fait, on disait qu'il y avait eu des fraudes sur la liste électorale et que il y a 6 millions d'électeurs qui sont, je sais pas moi, frauduleux ou qui n'auraient pas dû être là. Et je me pose la question, comment on arrive en fait à avoir des parrainages avec une liste électorale, comme on disait, même si c'était Mahomet qui se présente ou bien Dieu lui-même qui se présente, il ne pourrait pas gagner. Donc, normalement, ça aurait dû être difficile d'obtenir des parrainages avec une telle liste électorale. Je me demande alors, est-ce que ce sont les partisans à eux qu'ils ont mis sur la liste électorale qui se retournent contre eux, ou bien est-ce que c'est dans les 2 millions restants qu'on va gratter? Comment ça se présente en fait? Est-ce que leurs partisans se retournent contre eux? Ou bien on est encore dans nos éléments à nous, on n'a pas des nouveaux éléments qui s'ajoutent à notre électorat. Merci, camarade Laguenne. Oh, effectivement, je confirme que cette liste électorale est frauduleuse. Elle est entachée de graves irrégularités. Vous êtes, je suis heureux que vous posez la question, vous êtes une femme. Pouvez-vous admettre qu'une femme puisse mettre au monde 500 enfants? Ce n'est pas possible. Qu'une seule femme puisse mettre au monde 500 enfants. Ce n'est pas possible. Il y a même des gens qui ont des patronymes tels que Dalois, nom Dalois, prénom Dalois, sur la liste électorale. Mais nous avons relevé toutes ces irrégularités. Et je l'ai dit d'entrée de jeu. C'est d'ailleurs pourquoi le Front commun est né. Le Front commun n'est pas né pour que Ouattara ne soit pas candidat seulement, ou même pour que Babylone soit candidat seulement. Non, hein. C'est tout un ensemble de revendications que le Front commun porte. Et la question de la liste électorale est inscrite en lettres d'or sur la liste des revendications du Front commun. Comprenez? Nous réussissons à obtenir des parrainages parce que c'est la liste électorale de 2010 qui a servi à l'organisation des élections d'octobre 2010. Et vous conviendrez avec moi que sur la liste électorale 2010, le président Laurent Gbagbo
était, et il est jusqu'à aujourd'hui majoritairement, il est majoritaire. Il a ses partisans sur la liste. Le problème réel, les personnes qui sont inscrites de façon frauduleuse sur la liste électorale, elles n'existent pas de façon physique. Elles n'existent pas de façon physique. C'est un système informatique qu'ils ont créé, logé à la présidence, géré par un membre du cabinet de Alassane Dramane Ouattara, et c'est lui qui est l'informaticien de la CEI. C'est-à-dire ce sont des noms fictifs auxquels ils ont attribué des numéros de carte d'électeurs. Et le jour de l'élection, ils vont nous donner ce qu'on appelle les tablettes électroniques pour voter. Les tablettes vont juste consister à faire en sorte que les noms fictifs là puissent voter leur candidat. Parce que c'est eux qui gèrent le système informatique. Et à partir de 13h, ils vont dire que les tablettes sont déchargées. Ils vont aller faire leur décompte là. En temps passé, on dit une vie comme Djokwe. Vous allez voir que peut-être 1500 noms fictifs ont déjà voté pour Alassane Dramane Ouattara. C'est des personnes qui n'existent pas physiquement. Mais avec l'évolution de la science, ils sont parvenus à donner des empreintes, des trucs informatiques. Je ne sais pas comment ils font. Mais moi, je ne m'y connais pas en informatique. Et c'est calé pour eux. Et c'est ce que nous dénonçons et nous récusons. Sinon, quand on prend les personnes qui existent, Ouattara n'a pas beaucoup d'électeurs dedans. Les personnes physiques là, Ouattara n'a pas assez d'électeurs dedans. C'est parmi ces personnes physiques là que nous là, on a appareil du président Laurent Gbagbo. Donc, nous n'allons pas accepter, parce que je comprends la question de la camarade, nous n'allons pas accepter d'aller aux élections avec cette liste électorale. Nous n'allons pas l'accepter. Ça fait partie de nos revendications. C'est pour tout ça que nous serons dans la rue le 2 août. Quand on parle d'élections justes, transparentes, crédibles, c'est justement ça. C'est la question de la CEI, c'est la question de la liste électorale. Et je l'ai dit, j'ai dit pour le moment là, nonobstant les situations qu'eux ont créées, malgré les conditions qu'eux-mêmes ont mis en place, nous leur démontrons notre bonne foi, notre envie d'aller aux élections. Nous là, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous sommes des personnes attachées à l'alternance pacifique. Et c'est un principe fondateur du PPACI. Depuis le FPI, l'alternance par la voie des urnes. Donc nous comptons sur les élections pour prendre le pouvoir, pour les essais. Je voudrais rassurer la camarade pour dire que la bataille de la liste électorale n'est pas omise. C'est une bataille importante, cruciale, et je crois que tout ce que nous faisons là même là, c'est autour de cette question-là. Donc, c'est une bataille qui est inscrite parmi nos revendications, et c'est une bataille que nous allons mener, quel qu'en soit le prix. Merci. Si je peux me permettre d'exagérer, en fait, le parrainage, c'est un suffrage direct, on peut le dire. C'est un suffrage direct. Donc, est-ce que, avec le nombre de parrainages qu'on a obtenu, ça peut être un moyen de mettre la pression pour dire qu'on compte, en fait? Parce que, au final, normalement, le parrainage, ça devrait être quelque chose pour nous exclure. Mais si, au final, on se retrouve à avoir, je vais exagérer encore, la moitié de la population qui nous parraine, on est d'office, presque président, on a presque gagné. Est-ce que ça peut être un moyen de pression supplémentaire pour obtenir ce qu'on veut, en fait, nos revendications? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça peut l'être parce que, oui, déjà démontrer aux yeux du monde entier que tel nombre d'Ivoiriens exige la candidature du camarade Laurent Gbagbo peut constituer évidemment un moyen de pression. Ça peut contenir un moyen de pression.
Mais nous ne comptons pas sur le parrainage pour mettre la pression sur ce régime. Nous comptons sur les moyens légaux pour mettre la pression sur le régime. Le parrainage que nous faisons, c'est une condition à remplir pour l'élection présidentielle. Nous ne comptons pas être disqualifiés à cause de cet élément technique. Donc, nous remplissons cette condition. Quitte à interpréter comme un moyen de pression, comme l'expression d'une grande majorité des Ivoiriens qui souhaitent que Gbagbo soit candidat. D'ailleurs, dans ce pays, tout le monde est conscient que Gbagbo Laurent est majorité, il est populaire. Ça, c'est un secret de polichinelle. Ils savent tous. Donc, ça peut être un moyen de pression, comme je l'ai dit, mais nous allons nous doter d'autres moyens de pression pour que la pression-là soit vraiment la pression sur eux. Pour que la pression qu'ils ressentent actuellement là, pour qu'elle s'accentue. Et cela commence le 2 août, dans la rue. Cela commence par la marche organisée par le Front commun, le 2 août. C'est là, d'abord, avant que eux-mêmes, ils ne proclament les résultats des parrainages, c'est là, ils doivent se rendre compte, avec les camarades du monde entier, que nous constituons une force imbattable dans ce pays. Parce que le parrainage prend fin le 26 août. Mais le 2 août, là, déjà là, on va déjà monter la vraie pression. Le mercure va monter d'un cran. Et pour le moment, on a décidé de faire cette marche le samedi, un jour non ouvrable. Mais après ça, on va prendre les rues, les jours ouvrables, les lundis, les mardis, les mercredis, jusqu'à ce qu'on se rende compte que si on ne s'assoit pas pour discuter, si on ne s'assoit pas pour discuter, il n'y aura élection ni pour eux ni pour nous. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait élection pour tout le monde et que pour une bonne fois pour toutes, les Ivoiriens soient amenés dans la tranquillité à choisir leur président de la République et que pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y ait une passation entre un président sortant et un président entrant qui sera Laurent Gbagbo. C'est ce que nous voulons. Merci beaucoup, camarade SNT. En tout cas, no Gbagbo, no election. Camarade Dia, donc tu vas encore représenter comme les camarades soldats de Gbagbo l'a suggéré. Donc tu représentes et après on va passer la parole au camarade T800 pour les questions. Merci. Eh bien, si on a encore le temps, hein, voilà, sous la supervision du camarade Jaclo et l'autre du panel. Merci. Bonsoir camarades militants, bonsoir camarades sympathisants, bonsoir chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes, bonsoir à tous les Africains, à tout le monde entier, tous ceux qui sont épris de justice et de paix. Nous sommes aujourd'hui sur le panel du camarade soldat de Gbagbo où nous recevons un cadre de notre parti, donc le PPACI. Il est secrétaire national technique en charge de la mobilisation de la jeunesse. C'est le camarade Oula Anselme qui est en train de nous entretenir aujourd'hui sur comment se porte le PPACI et les activités liées au Front commun. Merci d'être à l'écoute. Le camarade T800, tu es là? Oui, je suis là. Alors, d'emblée, j'aimerais saluer tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salutations spéciales au camarade Oula Anselme, SNT, chargé de la mobilisation de la jeunesse. Camarade combattant, bonjour. J'espère que tu te portes bien. Déjà, je te remercie de ta présence qui nous fait plaisir. Et donc, je pense que de temps en temps, il faut vraiment venir nous entretenir
ça participe aussi à la formation politique du militant et des militants que nous sommes. Déjà, par rapport à ma question que je vais poser, peut-être que je vais la poser en deux phases. Déjà, après l'annonce officielle de la manifestation du mouvement citoyen, bien sûr, du Front commun, le 2 août 2025, nous avons vu des interactions, nous avons vu des sorties piteuses, des sorties parodiques, des sorties obscènes de certains stipendiés du RDR RHDP. Alors, camarades SNT, quel est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas, on me dit qu'il y a trop de bruit. Oui, je t'entends très bien. D'accord, Oui. donc personnellement, toi personnellement, quelle est, ou du moins, quelles sont tes impressions? Aussi, quelles dispositions ont été prises pour pouvoir remédier à cela? Ça, c'est la première, ça, c'est le premier volet de ma question. Et deuxième question. Si, inopinément, le sieur Alassane Dramane Ouattara permettrait l'inclusion tout en s'y incluant, c'est-à-dire il permet au président Laurent Gbagbo d'être candidat, il permet aux autres, Soro Guillaume, Tidiane Thiam, Blé Goudé, d'être candidat, et lui-même, il est candidat. Personnellement encore, quelles seront, ou du moins, quelles sont tes impressions et quelle sera la position et du parti, c'est-à-dire de notre parti, le PPACI, et du mouvement Trop c'est trop, et du Front commun. Donc, voilà un peu mes préoccupations. Merci beaucoup, camarades. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup, camarade. Le T80. Non, tu as diminué, c'est le T800. Ah, le T800. C'est ça, non? Affirmatif. Merci beaucoup. Et toutes mes excuses d'avoir écorché ton nom. Bien. La marche en Côte d'Ivoire, conformément à nos dispositions textuelles, pour qu'elle ait lieu, est soumise à une unique condition. Nous avons juste l'obligation d'informer les autorités compétentes. Nous avons l'obligation d'informer les autorités compétentes avec des précisions, c'est-à-dire l'itinéraire de la marche. La marche n'est pas soumise, en fait, nous ne sommes pas soumis au fait que nous devons demander l'accord des autorités avant de organiser une marche. Nous ne sommes pas soumis à ça. Et donc, premièrement, en personne républicaine, légaliste, attachée aux normes nationales, nous avons informé en bonne et due forme les autorités compétentes de ce que nous voulons marcher le 2 août pour telle et telle raison. Ce n'est donc pas une marche clandestine. Ce n'est pas une marche insurrectionnelle. C'est une marche pacifique qui vise un objectif précis. Et l'objectif que nous visons, c'est d'amener les acteurs politiques à la table de négociation et de discussion. Cela a été fait. Maintenant, tu poses la question de savoir si les gens viendraient à nous attaquer, quelle serait leur réaction? Ce que nous on sait là, T800, ce que nous on sait là, nous quand on sera dans la rue le 2 pour marcher là, on va marcher. Ça nous on sait ça. Quand nous on sera dans la rue, l'intimidation est terminée. L'intimidation là, ça ne passe plus.
Ça ne marche plus. Il n'y aura plus de bac à verre. C'est fini. Il n'y aura plus de bac à verre. Ils peuvent organiser la marche s'ils le veulent. Décider d'un jour, d'ailleurs, ils en font chaque fois. Ça ne nous gêne pas. Donc, s'ils viennent s'attaquer dans la rue, les autorités seront prises pour responsables. Parce que c'est elles qui sont censées sécuriser notre marche. Elles doivent sécuriser notre marche. Nous payons les impôts, nous cotisons. Donc l'argent du contribuable là, est destiné aussi à ça. Ils doivent sécuriser notre marche. La liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de réunion, toutes ces libertés sont constitutionnelles. Donc je ne vois même pas pourquoi les gens interdiraient la marche. Donc sur ce plan, je voulais vraiment te rassurer. Je veux te dire que nous allons marcher sereinement. Ceux qui viendront nous attaquer, ils auront affaire aux forces de l'ordre qui seront chargées de sécuriser notre marche. Mais nous, quand nous serons dans la rue pour marcher, rien ne nous arrêtera, nous marcherons. La deuxième question, c'est si Ouattara est candidat et qu'ils sont candidats, mais en fait, Ouattara ne doit pas être candidat. Pourquoi il serait candidat? Ouattara ne doit pas être candidat. Voilà. Nos revendications là, c'est un tout. C'est un tout. Ce sont des revendications comme ça là, cumulatives. Elles sont cumulatives, nos revendications. Mais c'est lui au nom de la loi qui peut être candidat. Mais les autres peuvent être candidats. Ce ne serait que respecter la loi. C'est ce qu'on demande. Maintenant, quand il demande la position du parti, je ne peux donner la position du parti. La position du parti fera l'objet d'un débat au sein du secrétariat général du parti et fera par la suite l'objet d'une communication officielle. Mais moi, seul individu, j'ai ma position par rapport à ça. S'il y a un secrétaire général qui est convoqué, je donnerai ma position au secrétaire général par rapport à ça. Et les débats auront lieu. Mais la posture du parti, c'est que Ouattara là, il ne fera pas de 4e mandat. Il n'a pas de place. C'est ça que nous devons intégrer. Et c'est à ça que nous devons travailler. La posture du parti, c'est que les candidats injustement éliminés, tels que le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam, le président Sorogio et le président du COJEP Charles Boudé, ils doivent être candidats s'ils le désirent. En ce qui nous concerne, nous, on a dit à notre candidat, on le désire, lui aussi il désire le candidat, il a accepté. Donc voici ça. Ce n'est pas des compromissions que nous allons faire. Non, il n'y aura aucune compromission. La loi sera la loi, elle doit être respectée pour que nous enseignions au moins des valeurs aux jeunes générations. Merci. Ouais, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est dosé ce soir-là. Chef frère, vous avez une occasion unique. Soldat, tu veux faire une motion? Ouais, motion. Ok, vas-y. Voilà, j'aimerais demander aux camarades qui sont en bas de tapoter pour qu'on puisse monter à 300 000. Voilà, tapoter pour qu'on puisse monter à 300 000, chef frère. Vas-y. Ok, donc c'est vraiment dosé ce soir. Voilà, vous avez ici occasion très unique et on a des réponses vraiment très en pointe, chers camarades. Donc, ne vous retenez pas. Ne vous retenez pas. Merci beaucoup à ceux qui font des cadeaux depuis Maréchal. On voit, vous qui faites les cadeaux, vraiment merci beaucoup. À tous ceux qui gâtent notre invité ce soir, vraiment merci beaucoup. Mais ne vous retenez pas. Voilà, ne vous retenez pas et continuez de tapoter et de sécuriser le live. Donc, je rappelle encore qu'au moment où j'ai reçu la notification, on avait 15 minutes, on avait seulement que 15 minutes. Et là, je pense que ça fait maintenant 10 minutes. Mais bon, je rappelle juste, bon, peut-être qu'il y a encore des modifications. Le camarade Jacques-Claude, tu me le fais savoir.
Donc, sur ce, je vais passer la parole à Teradi, qui vient d'arriver. Camarade Teradi, soit salué. Tu as la parole. Ok. Bonsoir à tous les camarades. Bonsoir aux camarades SNT ou l'Anselme. Et merci pour ta présence ici, parce que depuis longtemps, les militants PPACI sont restés, j'ai envie de dire, orphelins sur la toile. Et c'est un plaisir pour, je pense, tous les militants qui sont aujourd'hui connectés là, d'assister à la présence d'un cadre PPACI sur un panel. Ça fait beaucoup plaisir. La première question que j'aimerais poser, c'est, bon, on a entendu des communications par rapport à la marche. Et on sait que au PPACI, nous sommes des militants de terrain. Et on sait que nos différents militants et nos mobilisateurs sont généralement sur le terrain à travailler et à mobiliser la population, parce que c'est cela qui fait peur au pouvoir en place. C'est que la population qui pourra revendiquer certains droits par leur mobilisation, par leur nombre, afin de faire pousser le pouvoir en place à passer sur la table de discussion. Mais est-ce que à côté de ça, le parti, parce que tout récemment, on a entendu le discours du ministre de la Défense, parce qu'ils ont cette manie de tout le temps transformer toutes nos initiatives. Il a pris la parole pour dire ceux qui veulent faire une désobéissance civile auront le gouvernement sur leur chemin. Est-ce que, parce qu'on a l'habitude d'aller sur les canaux officiels du parti pour vérifier s'il y a des contradictions. Est-ce que le parti a décidé, ou bien le mouvement du Front commun a contredit un peu cela? Parce que on sait que des communications qu'on entend venant des cadres, la marche comment on appelle, la marche du 2 n'est pas une désobéissance civile. Et franchement, j'aimerais que votre présence, à cette présence-là, vous essayez de faire une précision claire dans la tête des militants pour que les militants puissent davantage être mobilisés pour descendre sur le terrain, même si la désobéissance civile est un droit, hein. On l'a vu en 2010. Donc, j'aimerais que vous fassiez une précision, parce que il y a beaucoup de militants qui nous posent les questions là-dessus, à partir de la sortie du ministre de la Défense. Et la deuxième, c'est pas une question, c'est plutôt une doléance auprès des différents cadres que vous êtes, et essayez de continuer à multiplier vos présences sur les panels. Parce que comme je vous l'ai dit, nos militants sont orphelins, ils sont obligés de se vouer à des informations qui ne sont pas, voilà, réelles. Et quand on vous entend comme ça, on est rassuré, on sait que c'est une voix officielle qui parle. Merci. Son micro est fermé, hein. Merci, camarade Teradi Debo. Merci beaucoup. Par rapport à ta première préoccupation, ta première question, je voudrais dire au ministre que tu as cité que dans ce pays-là, on se connaît. Dans ce pays-là, on sait ceux qui sont attachés à la paix. Dans ce pays, on sait ceux qui adorent la guerre. Dans ce pays-là, on connaît le parcours de chacun. Et fort heureusement pour nous, notre leader, le camarade président Laurent Gbagbo, n'a jamais touché à une seule âme. Et donc là-dessus, nous sommes sereins. Nous ne sommes pas des ventes à guerre. Nous ne sommes pas des abonnés au vandalisme. Nous ne pratiquons pas la rébellion. Nous ne faisons pas de coup d'État pour accéder au pouvoir. Donc, on ne peut pas, voilà, nous intimider ou nous faire peur. Voilà. Nous n'avons pas parlé Nous avons parlé de marche pacifique et non de désobéissance civile. Nous parlons de marche pacifique.
Mais nous voulons dire en retour que c'est nous, les populations ivoiriennes, c'est nous qui attendons le pouvoir face à ces dérives autoritaires. Et que cette fois-ci-là, ce qui a été possible hier ne le sera pas aujourd'hui. C'est fini. Ce qui est un début a forcément une fin. Et la fin de ce régime est là. La fin de ce régime-là est là. Sa fin est présente. Nous vivons la fin de ce régime. Il faut qu'il se prépare à laisser le pouvoir. Il faut qu'il se prépare à passer dans l'opposition. Vous se préparez après 2030, compétir et espérer revenir au pouvoir avec de nouvelles propositions. Mais ce n'est pas la peine de chercher à intimider qui que ce soit. Personne n'est intimidable à ce stade des choses. Aujourd'hui, où notre champion Laurent Gbagbo est là en Côte d'Ivoire, nous n'allons pas être intimidés. Vous pouvez nous arrêter, nous jeter en prison. Vous pouvez nous enlever avec les encagoulés. Mais il se trouvera toujours un militant du PPACI, un parti Laurent Gbagbo qui donnera de la voix. Peut-être même que les cellules de la MACA seront insuffisantes. Ils doivent en construire dans une semaine. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un stade où nous pensons que le temps de la peur est révolu. Cessons de se faire peur. Que le gouvernement cesse de s'effrayer lui-même. Que le gouvernement cesse de se faire peur. Ce qui est en jeu, c'est de faire en sorte que les acquis démocratiques pour lesquels certains dévanciers dans le combat ont donné de leur vie, c'est de faire en sorte que ces acquis démocratiques-là soient restaurés. Et c'est pour ça que Gbagbo Laurent se bat et c'est pour ça que nous nous battons. Donc, nous ne sommes pas un peuple civil qui reste tranquille et qui se calme. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là, qui se calme. Nous n'en faisons pas ça. Nous ne sommes pas comme eux. Voilà. La deuxième question, c'était... Tu m'entends? Oui, parfaitement. Ta deuxième préoccupation, c'était à quel sujet? De continuer à mobiliser les cadres de plus en plus, à passer sur nos panels, parce que effectivement nos militants nous allons faire l'effort d'être votre porte-voix auprès de la direction du parti. Nous allons faire l'effort de faire en sorte que ce message que vous nous transmettez aujourd'hui là, nous allons faire des jeux de contribution de façon modeste à l'effet d'obtenir de façon régulière sur vos plateaux des cas du parti pour édifier vos différents abonnés. Parce que vous faites un travail excellent, un travail formidable et votre impact auprès de cette il serait bien que vous sentiez aussi que votre direction est à votre côté et que vous accompagne. Et je crois que ce que nous sommes en train de faire en ce moment précis est en train d'être vu ou sera vu certainement par la direction du parti. Et après cela, nous allons... Ils en sont conscients, hein? Donc on n'a pas besoin de parler du bien fondé de leur passage sur vos différents panels. Et je crois que nous allons travailler sur ce sens-là. Ne vous en faites pas. Vous aurez des réponses favorables dans les jours qui suivent. Merci beaucoup, camarade SNT. Merci beaucoup. Camarade soldat de Gbagbo, je ne sais pas si tu veux aussi dire quelque chose, si tu as des questions, je te passe la parole. Sinon, voilà, je rappelle que... Ouais, Jacques-Claude, tu as une motion, vas-y. Jacques-Claude, tu as une motion? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment, c'est un grand plaisir d'être ici avec tous les camarades, hein, et aussi en la présence de notre SNT qui a répondu à notre invitation. La question est la suivante. J'aimerais savoir, nous tous aimerions savoir, hein, parce que chacun parle au nom de tout le monde, pourquoi le PPACI, hein, a préféré créer ou fonder ou faire
le Front commun que de s'introduire dans le CAPSI. Et qu'est-ce que quel rôle réel ou irréel joue la CAPSI de l'opposition? Est-ce négatif ou positif? Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à sa question? Oui, allez-y. Oui, en fait, tout à l'heure, vous avez parlé de dialogue. Vous avez dit que on sort pour réclamer un dialogue, pour réclamer que nos points, nos revendications soient satisfaits. Mais la CAPSI nous a sorti son calendrier de dialogue. Et la CAPSI dit qu'elle va dialoguer et on aura un compte rendu, le bilan du dialogue le 4 août. Donc, pourquoi ce dialogue-là n'est pas considéré par notre front? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi quoi? Je n'ai pas entendu. Pourquoi le dialogue qu'a entamé la CAPSI avec Amblé Goudé qui n'est pas encore, qui ne s'est pas déclaré comme candidat et qui n'a pas de récépissé de son passeport, avec Simone Gbagbo qui est sur la liste électorale mais qui fait un dialogue avec le pouvoir en place. Pourquoi? Oui, j'arrive. Pourquoi, en fait, le Front commun, la deuxième branche de l'opposition, ne considère pas, en fait, ce dialogue-là qu'ils disent avoir entamé, en fait? Qu'est-ce qui nous oppose? Bien. Je vais commencer par la préoccupation du camarade Jacques qui demande pourquoi le PPACI n'intègre pas la CAPSI, le PPACI n'intègre pas la CAPSI et crée le Front commun. J'indique que l'initiative de réunir l'opposition est partie du PPACI à travers l'appel de Benoît lancé par le père Laurent Gbagbo. Il a été le premier à demander aux uns aux autres de venir pour que nous travaillions ensemble. Il avait même employé l'expression suivante: tous ceux qui ne veulent plus voir ce gouvernement gouverner. Et donc, le Front commun est l'aboutissement de l'appel de Benoît. Vous avez vu que le camarade président exécutif du PPACI, le mine d'Alon Didier, Sébastien, a entrepris des rencontres, une tournée, auprès de tous les leaders politiques de l'opposition. Il a été rencontré Simone, il a été rencontré Charles Bleu Goudé, il a été rencontré Afin Guessan, il a été rencontré le GPS, il a été rencontré le PDCI, il a été rencontré Anaki Kobena et plusieurs autres personnalités de l'opposition ivoirienne. Et ces camarades avaient pris acte de la démarche du président exécutif du PPACI et avaient demandé des thèmes de référence, TDR, c'est-à-dire de produire le contenu sur la base duquel l'appel de Benoît allait voir effectivement le jour. C'est entre-temps que certains membres de l'opposition sont allés se retrouver pour créer la CAPSI. Pour dire quoi? Pour dire que le PPACI avait déjà pris le devant des choses. La question doit être posée autrement. Pourquoi vont-ils créer une autre coalition de l'opposition alors que le président Laurent Gbagbo a déjà lancé l'appel à l'unité de l'opposition? La question doit être posée en ces thèmes. Mais là, ce n'est pas si bien grave. Je continue de dire que ce n'est pas un handicap pour l'opposition que de parler de plusieurs voix. Ce n'est pas un handicap pour l'opposition. Ça peut même constituer un moyen de pression. Dans la mesure où nos revendications convergent, nous parlons tous des mêmes choses. Et je crois que forcément, chemin faisant, des circonstances feront que nous nous retrouverons
pour parler désormais au nom d'une seule entité. J'y crois fermement. J'y crois. C'est pourquoi j'ai dit que nous, aujourd'hui, qui sommes les partisans du camarade président Laurent Gbagbo, nous qui avons notre leader qui a pris l'initiative de rassembler les autres, nous devons avoir la démarche qui va avec l'attitude de notre patron, de notre leader. Pendant que lui travaille à ce que nous ne sommes tous, nous ne devons pas poser des pas qui seraient de nature à saboter son travail. De nature à saboter son travail. N'en faisons pas une inquiétude particulière. N'en faisons pas une inquiétude particulière. Le Front commun donne de la voix, la CAP donne de la voix. En un mot, l'opposition ivoirienne donne de la voix. C'est déjà bon. Si demain, en fonction de l'évolution des situations, il faut que nous nous asseyons tous, ça va se faire. Qu'est-ce qui vous dit d'ailleurs qu'à la marche du 2, vous ne verrez pas les partis membres de la CAP? La politique ivoirienne est dynamique. Ce n'est pas seulement la politique ivoirienne, la politique elle-même, elle est dynamique. Tout peut évoluer, tout peut aller rapidement, tout est possible. Vous pouvez retrouver demain les partis membres de la CAP ou des militants membres de la CAP à la marche du 2 août. Vous avez déjà vu que la société civile a appelé les Ivoiriens à répondre à cette marche. Donc, ce n'est pas exclu que les partis membres de la CAP adhèrent à ce projet de marcher le 2 août. Cela dit, vous avez souligné le fait qu'il y a eu une rencontre entre la CAP et le RHDP, voilà, et que le parti ne reconnaîtrait pas cette rencontre. Mais de vous à moi, pourquoi voulez-vous que je prenne en compte ou je me reconnaisse à une rencontre que le soldat de Gbagbo a organisée à mon insu, sans m'informer, sans m'y associer? C'est sa rencontre. C'est sa rencontre. Et d'ailleurs, le cadre que nous voulons cette discussion, mais nous voulons un cadre républicain, c'est-à-dire un dialogue entre gouvernement et partis politiques. Un dialogue entre gouvernement et partis politiques et non un dialogue entre partis politiques. Je l'ai déjà dit la dernière fois et je le répète, les résolutions issues d'un dialogue entre partis politiques n'engagent pas le gouvernement. Ce qui engage le gouvernement, c'est quand le gouvernement est partie prenante à une discussion. Donc, le Front commun demande un dialogue entre le gouvernement et tous les partis de l'opposition et la société civile. Pour le reste, n'en faites pas une inquiétude majeure. Nous devons rester concentrés. Ce qui nous importe pour l'heure, ce n'est pas les discours qui pourraient être interprétés. Parce que nous préparons une grande activité qui est celle du 2 août, la marche du 2 août. Donc aujourd'hui, les propos que nous devons tenir, les actes que nous devons tenir, doivent être ceux qui concourent à faire en sorte que toute l'opposition soit d'accord avec la marche du 2 et que toutes les oppositions comprennent le bien fondé de la démarche du camarade président Laurent Gbagbo. C'est ce que je voudrais dire à la suite de ces deux préoccupations. Voilà. Merci beaucoup, camarade SNT. Je pense que nous sommes au thème de notre entretien. Voilà. Et je vais d'abord laisser la parole au camarade Jaclo. Il a quelque chose à dire avant de passer la parole à notre hôte pour dire son dernier mot. Et puis bon, on va passer la parole à l'hôte du jour. Camarade Jaclo. Camarade, il y a quelqu'un qui est là. On tend à la fin. Donc, j'ai demandé à ce que le camarade Espoir 225, M. Pierre Niali, monte et pose sa question
au camarade SNT Oula Anselme. Donc, camarade, ta question, elle sera la bienvenue. Et après, on va conclure cette séance. Merci. Merci, Jacques-Claude. Merci. Salut, camarade SNT Oula Anselme. Salut tous les camarades et panélistes. Je tiens d'abord à remercier le camarade Soldat qui a initié la présence de notre camarade sur le panel et puis de le remercier de nous avoir édifié. Ça fait très longtemps que je suis en bas. Donc, j'ai une question-suggestion. Pourquoi question-suggestion? Parce que je suis persuadé que le PPACI y a déjà pensé. C'est à propos du livre-programme qui a été annoncé à 10 000 francs CFA. Le camarade Place Blaise a déjà bien expliqué sur sa page Facebook que ça va servir aux critiques, aux intellectuels, aux collectionneurs, aux organisations internationales, le tout. En tout cas, il a vraiment bien expliqué et il a précisé aussi qu'une synthèse plus digeste, moins volumineuse, sera distribuée gratuitement aux populations. Alors, donc, moi, je pense que dans un contexte de vie chère, le fait que ça soit annoncé à 10 000 francs CFA peut être utilisé par nos adversaires et puis créer un effet inverse. Donc, est-ce que cette communication-là va être amplifiée dans la population pour qu'ils comprennent que ça n'a pas été fait seulement pour engranger des sous, mais qu'on a l'intention de la publier aux populations gratuitement. Moi, je pense que mettre l'accent dessus et puis en parler serait vraiment intéressant. Voilà, pour ne pas qu'il y ait une confusion qui soit créée dans un contexte, encore je précise, de vie chère. Voilà, donc ça c'était ma première question, suggestion. Et la deuxième question, c'est un peu dans la veine de Teradi par rapport aux camarades qui font un boulot énorme sur les réseaux sociaux, en l'occurrence TikTok. Moi, j'aurais plutôt complété Teradi en disant plutôt que, en tant que CNT, être le porte-voix des camarades TikTokers, plutôt afin de, si je me permets, faut pas que les camarades le prennent mal, mais plutôt afin de mieux organiser leur communication à quelques mois de l'élection présidentielle, afin que des sujets vraiment importants soient débattus de façon très organisée et ciblée. Donc, si vous pouvez aussi vous impliquer pour organiser cette communication-là, ça sera vraiment bénéfique pour tout le monde. Voilà. Les deux questions et suggestions que j'avais vous porter à la connaissance de tout le monde, afin que vous nous écoutiez là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Bon, pour commencer par la dernière question, je veux vraiment, encore une fois de plus, vous rassurer en disant que tout le monde sera mis à contribution. Tout le monde sera mis à contribution par rapport à la campagne présidentielle qui vient. Ce n'est pas pour vous flatter. Je répète que on est conscient du rôle que vous jouez. On est conscient du rôle que vous jouez et je crois que des dispositions sont en train d'être prises pour que chacun soit à la tâche. À ce niveau-là, ne vous en faites pas. Le président est en train de réfléchir. Quand tout sera OK, vous verrez que vous jouerez un grand rôle dans la bataille qui arrive. Ne vous en faites pas à propos. Maintenant, en ce qui concerne le livre-programme du président Laurent Gbagbo, vous savez que le président Laurent Gbagbo, depuis Félix Houphouët-Boigny, a toujours écrit à la faveur de chaque élection présidentielle à laquelle il prend part, il propose un programme de gouvernement et il rédige un livre dans lequel ce programme est détaillé et il met ce livre en vente. Aujourd'hui, là, nous sommes un parti d'opposition.
Nous sommes un parti d'opposition. Vous savez combien de fois ce régime a créé les conditions pour que nous soyons dans les conditions pour ne pas travailler décemment, pour ne pas travailler comme il se doit. Vous savez que nos responsables locaux, en dépit de leurs compétences intellectuelles, n'ont pas droit à un certain nombre de postes dans l'administration ivoirienne. Vous savez que tout est fait entre eux, les tenants du pouvoir. Donc, au lieu de voir ça comme un acte qui pourrait être interprété au regard de la cherté de la vie, les camarades devaient voir ça comme une occasion à saisir pour financer le parti, pour financer le combat. Ça doit être un défi à relever pour chaque partisan de Laurent Gbagbo. Parce que les 10 000 francs que tu donnes pour percevoir le livre, tu donnes en même temps pour la campagne du président Laurent Gbagbo. Parce que ces 10 000 francs vont dans la caisse du parti. Ces livres-là ont été imprimés et ça a un coût. Vous le savez très bien. Ça a un coût. Le parti a dû sortir de l'argent pour confectionner un certain nombre de lots. Mais il faut que ce qui a été déjà confectionné, il faut que les partis de Gbagbo arrachent ça. Il faut qu'ils récupèrent ça rapidement pour que nous puissions faire d'autres commandes à l'effet de permettre à tous les Ivoiriens de s'approprier ce document important. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, je l'ai dit, que Laurent Gbagbo met en vente son programme de gouvernement. Vous vous rappelez de propositions pour gouverner la Côte d'Ivoire, paru en 1987. Avant l'élection présidentielle de 1990, Gbagbo Laurent avait écrit et l'avait mis en vente proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire. À la faveur de l'élection présidentielle de 2000, Gbagbo Laurent a écrit gouverner autrement la Côte d'Ivoire. En 1998 même, il avait même déjà écrit le projet de société du Front populaire ivoirien. Ce projet-là a été publié également, vendu. Fonder une nation africaine démocrate et socialiste, démocratique et socialiste. Il avait déjà écrit ça en 1998. Le projet de société du FPI d'alors. La base de l'actuel projet de société du PPACI. Donc, ce n'est pas la première fois que le camarade président écrit et qui met en vente les livres. Aujourd'hui, que nos militants, nos sympathisants considèrent ça comme un sacrifice pour participer au financement de la campagne de Laurent Gbagbo. Regardez, camarades, il y a des missions sur l'ensemble du territoire national en cours. On envoie les camarades partout. Vous voyez, matin, midi, soir, le parti est en train de bouger. Mais comment est-ce qu'on finance ça? Comment est-ce qu'on finance ça? Le 2, nous avons une marche que nous allons organiser. La marche même se finance. Comment est-ce que nous finançons ça? Le parti a besoin d'argent pour vivre. Nos cotisations là ne peuvent pas faire vivre le parti. Et je crois que c'est une occasion sur laquelle vous, communicateurs, écoutez, vous, influenceurs, c'est une occasion sur laquelle vous devez communiquer pour demander aux Ivoiriens d'aller prendre, payer les livres là. L'argent là, ça va servir à la campagne de Gbagbo Laurent. On va prendre ça pour garder la campagne de Gbagbo Laurent. On a la caution du président à payer. On a 50 millions à payer. 50 millions pour la caution de candidature, 50 millions. Après la caution de 50 millions, on a la campagne elle-même à financer. C'est des milliards. Donc, c'est une contribution pour l'avancée du combat. C'est comme ça que nous devons voir ça. Maintenant, à côté de cela, dans nos fédérations, dans nos représentations à l'étranger, nous allons faire un document que nous allons vous remettre. Mais un document vraiment simplifié, les grandes lignes du programme de la Renaissance. Mais, pour ceux qui veulent demain faire des débats en ayant les arguments solides,
sur ce que Gbagbo Laurent veut faire pour la Côte d'Ivoire en 2025 et 2030, je crois qu'il doit s'approprier ce document-là que le Bango a mis en vente. Donc, camarades, voici, c'est vrai, la vie est chère, mais c'est un sacrifice pour le combat. Nous devons le faire. Nous devons le faire parce que si on pouvait faire autrement, si la direction partie pouvait faire autrement, elle aurait fait. Si la direction partie s'est contentée, en fin de compte, de mettre le livre en vente à 10 000 francs, c'est après 1000 sacrifices, après plusieurs réflexions, que cela a été fixé à ce prix-là. Merci. Merci beaucoup, camarade SNT. Je pense que, camarade, tu as une question. On a déjà terminé, mais comme tu es la co-modératrice, donc vas-y, s'il te plaît, mais rapidement avec ta question. On va libérer notre... Attendez un instant, s'il vous plaît. Bon, Diablo. Oui, camarade. C'est possible de poser une Diablo, laisse-moi faire ma petite motion de 1 minute à la réponse qu'il m'a donnée. Camarade qui avait demandé une motion. Camarade, à la réponse qu'il m'a donnée. S'il vous plaît, vous m'attendez. S'il vous plaît. Camarade a demandé sa motion rapidement et après ils ont demandé à ce que, voilà, il faudrait qu'on respecte quand même le timing, cher camarade, s'il vous plaît. Camarade, pardon, s'il te plaît, vas-y rapidement. En fait, il y avait un temps précis qui a été fixé. Nous avons dépassé largement le temps qui a été convenu avec le camarade Anselme et je me suis permis d'exagérer un peu. Donc, j'ai dit par là que le camarade Espoir devait monter et poser sa question pour qu'on puisse conclure. Parce que nous avons dépassé le temps qui était convenu de 30 minutes. Parce que le camarade SNT, c'est vrai qu'il s'est posé volontaire pour nous entretenir, mais nous devons respecter le temps qui est convenu. C'est vrai que ce n'est pas convenu avec vous, mais avec moi, oui. Donc, si vraiment on peut vraiment donner le mot de fin au camarade Anselme, et puis la prochaine fois, il va revenir. Ok, merci. Donc, j'ai la parole pour le mot de fin. Bon, ok, camarade Anselme. Voilà, tu as la parole, camarade SNT. Tu as la parole pour le mot de fin. Mon mot de fin, c'est des mots de remerciement à votre endroit. Des mots de remerciement parce que j'ai pris plaisir à échanger avec vous. Ça a été vraiment un privilège pour moi d'échanger avec vous. Et c'est un devoir moral pour moi de vous remercier. Au-delà de ces mots de remerciement, je voudrais, à travers ceux qui vous suivent, lancer un autre appel. Ceux qui sont ici à Abidjan, le 2 août, nous devons nous retrouver. Le Front commun nous appelle. Notre nouvel instrument de combat nous appelle. Et nous devons répondre à cet appel. C'est la patrie qui nous appelle. La patrie en danger nous appelle au secours. Si tu es ivoirien, tu es ivoirienne, si tu es même un non-ivoirien et que tu résides à Abidjan, il faut nous rejoindre à la marche du 2 août. C'est un moment important pour la suite du combat. C'est un moment déterminant pour notre marche. C'est pourquoi nous devons nous donner les moyens humains de réussir cette marche. Le temps n'est plus aux réseaux sociaux. Le temps n'est plus à demeurer dans son salon. Le temps est arrivé de passer à l'action. Parce que quand on pense que nous sommes des guerriers, nous sommes de beaux parleurs, nous parlons pour ne rien faire par la suite. Donc ce 2 août, camarades, si tu me suis à travers ce panel, tu es invité à la marche. Prends les dispositions dès maintenant. Dispose-toi, organise-toi pour être là-bas.
Et vous qui êtes en Europe, nous comptons sur vos prières, nous comptons sur votre accompagnement médiatique pour que ce message puisse être entendu par l'ensemble ou même par la grande majorité des Ivoiriens, pour que le 2 août prochain, le monde entier se rende compte que le Front commun est une force, une véritable force avec laquelle les gens doivent compter, les Ivoiriens doivent compter et sur laquelle les Ivoiriens peuvent compter pour que, après cette marche, la sagesse regagne l'esprit et le cœur des tenants du pouvoir et qu'ils appellent à la table de discussion leurs différents opposants pour parler de la Côte d'Ivoire, parler de Tupa, qui viennent qu'on s'asseye, que nous parlons de la question de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.